d'actualité juive. Bonjour Alexis. Sans transition, comme on dit. Sans transition, bonjour Alexis. Voilà. C'était juste alors. C'était juste, nous sommes en direct. C'était juste, bonjour Steve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive. Alexis, à la une cette semaine, une interrogation. Peut-on parler d'un coup de froid dans la relation entre Israël et l'Amérique ? Alors, évidemment, comme d'habitude, dans les phénomènes politiques, les affaires humaines, comme disait Hannah Arendt, il y a du pour et il y a du contre à votre question, si légitime. Le pour, évidemment, c'est l'accumulation que nous étudions dans ce dossier, des frictions très nombreuses sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan industriel, entre les États-Unis de Joe Biden et l'Israël gouverné actuellement par Binyamin Netanyahou et son hétéroclite coalition. On peut dire qu'il y a des pommes de discorde nombreuses, on les évoque. Alors, les plus superficielles en apparence sont relatives, par exemple, à la relation d'Israël un peu autonomisée. On a eu l'occasion de l'évoquer très souvent avec vous, avec la Chine. Relation de partenariat étroit qu'Israël, à juste titre d'ailleurs, a développé dans une politique, j'allais dire, des cercles concentriques d'autonomie, qui avait été théorisé dès les années 60-70. Aujourd'hui, de facto, Israël est un acteur très autonomisé par rapport à l'allié américain, qui reste évidemment un allié fondamental. D'où, effectivement, la vente de composants électroniques aux Chinois, qui suscite l'ire de Washington. Ça, c'est un point industriel, j'allais dire, de fond, et qui appartient d'ailleurs à la toile de fond d'un différend plus profond, qui est relatif aux alliances, c'est-à-dire qu'effectivement, du point de vue américain, il y aurait le désir qu'Israël s'en tienne à des alliances occidentales, pour faire vite, en réalité. Bon, si dans le monde idéal, mais le monde de la politique est aussi le monde de la réelle politique, et les Israéliens poursuivent également des objectifs réels politiciens, et se disent... D'autant plus que la Chine se pose désormais comme un garant possible d'une médiation entre Israéliens et Palestiniens. D'une part, voilà, vous avez absolument raison, et puis il y a aussi évidemment les arrière-pensées de la diplomatie israélienne dans le conflit russo-ukrainien. On sait que au fond, ils ont fait une forme de en même temps, qui n'est pas hypocrite, mais qui est lié aux intérêts bien compris d'Israël vis-à-vis de la Russie, notamment dans le dossier syrien, mais aussi dans un dossier très important, qui est la surveillance des activités nucléaires destructrices de l'Iran à partir des bases de l'Azerbaïdjan. Et évidemment, pour toutes ces raisons, il y a une nécessité pour Israël de composer avec des régimes qui ne sont pas forcément sur le fond son genre ni sa tasse de thé. Mais alors, plus immédiatement, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une colère américaine vis-à-vis de la politique d'Israël dans les implantations. Cela excède évidemment très largement la seule question de la réforme judiciaire. La réforme judiciaire n'est pas forcément là non plus la tasse de thé de l'administration américaine, mais aujourd'hui, de facto, nous avons cette colère-là. Pourquoi cette colère-là ? Eh bien, effectivement, vous avez corné la page et vous avez raison. L'expert, voilà, l'expert du Mossad, je vous ai vu faire, je vois tout, vous savez, le pouvoir voit tout. Là, je rigole. Mais l'expert du Mossad que nous avons interrogé, Monsieur Chavit, à juste titre. Pas de ça dont je voulais parler, mais tant mieux vous n'avez pas. Alors voilà, à juste titre, note qu'il y a au fond des invariants structurels de la période actuelle, c'est-à-dire qui excèdent largement le dernier mois qui vient de s'écouler, qui est marqué effectivement par des tensions, mais il faut comprendre les choses dans la plus longue durée. Nous avons eu l'obligation ponctuelle pour les États-Unis de se réinvestir dans la scène, notamment moyen-orientale, mais plus largement dans les affaires du monde. C'était pas prévu, c'est-à-dire que au fond Biden est arrivé avec un programme qui était largement acquis, qui était un programme de rétraction potentielle, symbolisé par le retrait d'Afghanistan. Voilà. Alors, évidemment, après, les plans ont été en grande partie déjoués et provisoirement suspendus par la nouvelle situation internationale avec cette guerre atroce que mène Poutine en Ukraine et qui ont donc obligé les États-Unis à revoir à la baisse leur programme de désengagement progressif des affaires du monde. Et donc, nous en sommes là. Mais, à terme, que veulent les États-Unis ? Et donc là, je réponds peut-être à la question que vous vouliez me poser. Que veulent les États-Unis ? Ils veulent qu'effectivement, Israël devienne un acteur pleinement responsable au Moyen-Orient. Du point de vue américain, je ne suis pas en train de porter un jugement, moi, sur Israël, mais du point de vue américain, que cela veut-il dire ? Poursuivre les accords d'Abraham. On sait que pour l'instant, Binyamin Netanyahou, avec toute la bonne volonté qui est la sienne, a du mal à les poursuivre. On reviendra peut-être aux raisons. Et deuxième chose, du point de vue américain, prenons un néoconservateur de type, de gauche, comme Anthony Blinken. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire résoudre d'une manière ou d'une autre le problème israélo-palestinien. L'un des griefs principaux de Washington à l'endroit de Jérusalem aujourd'hui est l'impression qu'ils ont, à tort ou à raison, mais les représentations comptent beaucoup, on en parle souvent ensemble, Steve, que Israël ne prend pas la voie d'un règlement
raisonnable de la question israélo-palestinienne en étendant de manière infinie les Yishuvim dans Judée-Samarie. Et donc cela, évidemment, c'est le fond du désaccord. C'est-à-dire que à terme, Israël les États-Unis voudraient pouvoir confier à Israël une sorte de mandat de gestion de la région. Ils se disent, pour l'heure, ce n'est pas possible en raison d'une politique trop clivante et, entre guillemets, trop offensive. Alexis, autre dossier dans ce nouveau numéro d'Actualité Juive qui vient de sortir donc, un dossier consacré à Yom Ha'atzmaut et une interview, c'est celle sur laquelle j'avais corné la page, d'un des meilleurs experts de Tzahal, Martin Van Krevel. Vous avez bien fait. Qui a été interrogé par Nathalie Sosnowska. Il est rare dans la presse et c'est un bonheur de le retrouver dans l'actualité. Vous avez bien fait, il est passionnant. Évidemment, c'est le meilleur connaisseur de l'armée israélienne depuis longtemps. Je veux dire, c'est un historien de l'armée de l'Université hébraïque de Jérusalem. Aujourd'hui à la retraite, il est né en 1946 aux Pays-Bas. Donc vous voyez, c'est un monsieur qui a une longue expérience au compteur. Et qu'est-ce qu'il souligne? Au fond, il souligne que la technologie militaire d'Israël aujourd'hui lui donne un avantage comparatif considérable par rapport à beaucoup d'autres armées du monde. Je rappelle d'ailleurs au passage que Israël aujourd'hui c'est la 4e armée du monde. Donc tout ça c'est dans l'interview. Notamment grâce au cyber. Exactement. Et donc nous avons aujourd'hui en Israël une capacité de dissuasion qui redouble la capacité de dissuasion nucléaire, qui est la capacité de dissuasion cyber. Cela fait donc d'Israël, qu'on le veuille ou non, un acteur clé dans la région du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et ceci explique effectivement aussi l'insistance des États-Unis pour un changement, j'allais dire global, de ligne politique et notamment, on y revient toujours, la reprise des accords d'Abraham. On sait que c'est un traumatisme, c'est ressenti comme un traumatisme à Jérusalem mais aussi à Washington, cette rupture de ce processus engagé de normalisation avec une partie du monde arabe. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine passionnante dans l'actualité juive. Il y a cet hommage rendu à l'un des grands acteurs de la communauté, le fondateur de Siona, Roger Pinto, Zichrono Livracha. On a beaucoup écouté. Un homme de bien, un homme de cœur et un grand leader communautaire. Et on partage cet hommage avec vous sur Radio J. Et puis je voudrais dire un dernier mot, il nous reste à peu près une minute Alexis, sur une autre interview qu'on peut retrouver cette semaine dans l'actualité, celle de la romancière Eliette Abécassis pour son nouveau livre. Je vois que ça vous intéresse. Tout m'intéresse dans l'actualité. Écoutez, merci beaucoup. Elle décortique le couple et je pense qu'effectivement c'est une interview intéressante car au fond elle rappelle des choses qu'on oublie très aisément. C'est qu'un couple survit d'abord grâce aux épreuves qu'il traverse et ce qui soude en quelque sorte les protagonistes. Et puis voilà, Eliette Abécassis, c'est une des grandes voix de la jeune scène littéraire et intellectuelle juive française. Il faut la retrouver, il faut l'écouter et il faut la lire. Il faut la lire, voilà. Et puis on est toujours très heureux quand on l'écoute sur les antennes de Radio J parce que au fond elle est une des expressions les plus, je vais le dire avec mes mots, les plus pures de cet humanisme français qui se survit aujourd'hui dans une grande partie de la littérature. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive qui est disponible en kiosque et sur abonnement Steve. Sur le site actualitéjuive.com. Merci Alexis. Merci à vous aussi.